Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client. Je suis ravie de vous accueillir. Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client. Donc, nous sommes ensemble dans cette nouvelle saison pour ce premier épisode. Et pour ce premier épisode, je vous propose de nous intéresser au dernier rapport réalisé par Zendesk, Tendance de l'expérience client 2022. Et pour commenter ces résultats, j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuelle Godino, directrice expérience client et collaborateur chez Uneo. Bonjour. Bonjour. Tony Mortier, Head of Care chez Pumpkin. Bonjour. Et Julien Lepostec, Senior Manager Commercial Sales France chez Zendesk. Bonjour. Bonjour. Alors Julien, on ne cessera jamais de le rappeler, la clé de la croissance, c'est le client. Malheureusement, le service client est encore aujourd'hui davantage perçu par certaines entreprises comme un centre de coût. Et pourtant, les consommateurs le disent, ils attendent un service simple, pratique et rapide. Et si une entreprise ne remplit pas ces critères, souvent, ils vont voir ailleurs. Tout à fait clair. Alors, petite précision, c'est une étude qu'on mène depuis 4 ans maintenant. Elle est à la fois quantitative et qualitative. On a interviewé des chefs d'entreprise, des responsables de centres de contact, des agents, des conseillers et aussi des consommateurs. Et on a rajouté à ça le benchmark d'à peu près 97 000 clients Zendesk qui partagent de manière anonyme les données de performance de l'utilisation de la solution. Et en effet, alors je vais parler beaucoup de chiffres, j'espère que vous êtes prêts, mais je vais les illustrer et on va essayer de rendre ça interactif. Il y a un élément qui est clé, qui ressort tout de suite. 60% des clients interrogés se posent la question de quitter une entreprise après une première mauvaise expérience. Cette statistique, elle est en augmentation de 25% depuis 2 ans. Sûrement la situation, la pandémie a un petit peu accentué ça. Et on va carrément jusqu'à 76% qui pensent à complètement quitter la marque après la deuxième expérience négative. Donc, il n'y a pas de secret, l'expérience client est au cœur aujourd'hui de la préoccupation de vos clients et des consommateurs. Alors, on a des consommateurs qui ont des grosses attentes, ça on le voit, et ça va, je pense, continuer à progresser. Quels sont justement les freins que rencontrent les entreprises aujourd'hui ? En fait, il y a un constat qui est presque un peu fou, c'est la décorrélation entre la perception qu'ont les entreprises du service qu'elles proposent et la perception qu'ont les clients de ce service. Encore une fois, les chiffres ne trompent pas. 60% des entreprises qu'on a interrogées, elles vont nous dire que oui, elles ont l'impression de proposer un service client à la hauteur des attentes. Et on va avoir, de la même manière, 68% des clients qui ont l'impression de ne pas recevoir le service attendu. Donc il y a vraiment un problème. On n'est pas au niveau des attentes. Alors dans ce rapport, Zendesk souligne aussi, évoque les champions de l'expérience client. Est-ce qu'on peut avoir une idée de qui sont ces champions d'expérience client ? Oui, je pense qu'on va en reparler un petit peu tout à l'heure avec plus de précision, mais globalement, les champions de l'expérience client, ce sont ceux qui placent l'expérience client vraiment au cœur de leur stratégie. Ce sont ceux qui ont un plan sur l'expérience client pour les 3 prochaines années. Voilà. Est-ce qu'on peut donner des noms ? Oui, il y a 2 types d'entreprises. Oui, complètement, il y a 2 types d'entreprises. Il y a ceux qui sont récents, on parle de disrupteurs, qui ont souvent basé dans leur stratégie l'expérience client vraiment au cœur, dès le départ. Et puis, il y a ces acteurs plus historiques sur les marchés qui justement sont bousculés par ces nouveaux acteurs et qui se transforment pour remettre l'expérience client au cœur. Donc, c'est un peu les 2 typologies qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché. Alors on peut dire justement qu'on a des champions de l'expérience client sur notre plateau. Tout à fait. Et on a notamment justement un disrupteur et puis un acteur un peu plus traditionnel, on va en discuter tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait ces champions d'expérience client pour prioriser l'expérience client ? Eh bien, ils ont joint la parole, l'acte à la parole. Voilà, très souvent, ce qui va manquer pour atteindre cet objectif, c'est une direction forte qui va donner les moyens à ces équipes, on va l'entendre après avec Emmanuelle et Tony, pour délivrer cette stratégie. Et ça fait toute la différence. Quand vous avez une direction générale qui impulse ce changement, ces investissements et cette culture, les résultats sont au rendez-vous. C'est un pari gagnant puisque toutes les entreprises qu'on interroge, qui sont ces champions d'expérience client, confirment que la croissance de leur entreprise est corrélée à leur investissement dans l'expérience client. Très bien. Alors du coup, je me retourne vers 2 clients de Zendesk. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez nous donner une réaction justement sur ce rapport, les résultats que vous avez pu voir, ce que vient de dire Julien ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous accroche plus qu'autre chose ? On commence par Emmanuelle ? Avec plaisir. C'est vrai que l'impulsion de la direction générale, elle est hyper importante
parce que tout en découle. Moi, j'aurais envie de dire aux patrons qui ne sont pas encore convaincus que les chiffres le prouvent. Une entreprise qui est orientée client, elle est plus rentable à terme. Donc, les chiffres le disent, même si ça peut paraître contre-intuitif. Et Tony, est-ce que, alors peut-être la même remarque, est-ce que vous observez ça déjà de votre côté et puis, Oui, alors on l'observe clairement. On a un prisme qui est un peu différent parce qu'on a une population qui prend ses premiers contacts avec un établissement bancaire, alors qu'ils ne connaissent pas vraiment ce qui se fait, une banque ou ils n'ont pas encore de biais par rapport à notre génération peut-être qui était plus peut-être en concurrence, mais de plus en plus en concurrence, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, on fait beaucoup de pédagogie, on accompagne énormément et on s'aperçoit que c'est un vrai besoin. C'est ce que demande aussi la population qu'on cible et d'aller chercher en fait un ton, quelque chose qui leur correspond et qui est un plus vendeur aussi pour nous. Donc on arrive à aligner ces deux planètes entre le client et nous, le service client, et aussi paralléliser la stratégie de l'équipe, comme le disait Julien tout à l'heure. Nous, c'était vraiment une vocation de la direction générale, de dire attention, on va investir sur le service client en changeant d'outil pour que vous puissiez être plus performant à terme. Alors justement, on va peut-être rappeler du coup qui est Pumpkin, si vous pouvez nous présenter la société. Alors Pumpkin, c'était créé en 2014, c'est une application à l'origine qui est pour faire du paiement entre potes. On a remplacé le RIB par un numéro de téléphone et permet rapidement d'envoyer de l'argent à sa communauté via son téléphone portable. On a construit une base d'utilisateurs qui fait 1 500 000 clients et depuis 2 ans, on a lancé une carte qui s'appelle la Cashback Card qui permet à nos utilisateurs de récupérer de l'argent directement et instantanément après des paiements dans les franchises avec lesquelles nous avons pu signer. Ça va de la franchise nationale à la franchise locale. Voilà, et la promesse, c'est d'avoir entre 150 et 200 euros de cashback par an. Très bien. Alors, Emmanuel, je vais vous demander aussi de présenter Uneo et puis ensuite, on parlera un petit peu plus justement de chacun vos enjeux au sein de vos entreprises. Uneo, c'est 130 ans d'histoire derrière nous. Ah ouais, ben non, on ne le fait pas. C'est 1 million d'adhérents. C'est la première mutuelle de la communauté défense. C'est une couverture en santé et en prévoyance des militaires actifs et retraités avec leurs familles. Mais c'est aussi de l'accompagnement social, de la prévention. Et puis, on va aller chercher des solutions du quotidien et même du pouvoir d'achat. Nous, on a tendance à dire que notre raison d'être, c'est protéger ceux qui nous protègent. Voilà. Très bien. Alors, comme on l'a vu, ce qui freine bien souvent les directions, expérience client, relations clients, ce sont à la fois le manque de soutien de la direction générale, on en parlait tout à l'heure, les faibles capacités d'investissement, la technologie disparate et trop complexe, on le voit vraiment ça ressort dans le rapport de Zendesk. Emmanuel, comment ça se passe justement sur ces sujets-là, ces grandes thématiques-là au sein d'Uneo ? Alors, on n'est pas champion par hasard. On a une direction générale qui parle encore et encore et encore de clients. Notre entreprise est tournée vers le client. Vous savez, dans une mutuelle, on parle d'adhérents. Les adhérents, ils adhèrent plus beaucoup. C'est vraiment des clients qu'on a en face de nous et on s'est mobilisé autour de ça. La technologie, on n'arrive pas sur le marché, donc on a le poids de notre histoire, donc c'est un vrai sujet sur lequel on travaille beaucoup. Parce qu'évidemment, sans les bons outils, il n'y a pas d'expérience client qui soit hyper fluide, etc. Mais nous, on pense que la techno, c'est bien. La techno, c'est même indispensable, mais c'est sûrement pas suffisant. Parce que pour une expérience client réussie, il y a un moment, si on a un contact avec un humain, eh ben, il faut que cet humain il soit là, à l'écoute et qu'il soit là avec le client. Et donc, nous, on investit beaucoup sur la culture client. On pense que la culture client précède l'expérience. Vous savez, la culture, c'est toutes les croyances et les valeurs qui font que la satisfaction client durable, c'est l'objectif. Donc, on travaille beaucoup sur ces sujets vous voyez, en communication interne, on fait des web émissions, on parle de clients, on a des diffusions, on parle beaucoup de ça. On est en train de travailler autour d'une promesse client. Je ne peux pas trop vous en dire, elle n'est pas sortie, mais tu le disais, Julien, c'est l'affaire de tous. Et notre promesse client, on a fait travailler l'ensemble des directions dedans, de la direction financière
au service logistique, en passant par les RH, évidemment le service commercial, le service de gestion. Et ça mobilise fort une entreprise et ça fait beaucoup bouger. Et puis, récemment, on a fait une étude sur notre niveau de culture client. On a travaillé avec Daniel Ray, qui est à l'école de management de Grenoble, autour du COS, le Customer Oriented Score. On sort de ça, alors on est content parce qu'on est les nouveaux champions de notre secteur mutuelle et assurance. Donc, on en est très fiers, mais néanmoins, donc on a un terreau fertile. Néanmoins, le travail, il est loin d'être abouti, parce que quand on se compare à d'autres secteurs, on n'est pas encore arrivé. Et donc, ça veut dire qu'on a des vrais sujets d'appropriation de cette culture client, de cette obsession client par nos collaborateurs, je dirais à tous les étages. Alors, Uneo a connu un changement en 2018, a changé de direction. Qui dit changement de direction, parfois dit grande transformation. Vous avez opéré cette transformation. Pourquoi et comment cette transformation, puis à quoi elle ressemble finalement aujourd'hui ? Ouais. Alors, 2018, c'est une espèce de tsunami en fait. Avant, on était en monopole, on vivait tranquillement parce qu'on vendait nos contrats santé principalement, qu'on était les seuls. 2018, référencement par le ministère des Armées. Là, on est 4. L'entreprise découvre la concurrence. C'est en effet l'époque où le directeur général a changé. C'est à l'époque où je suis arrivée. On a souhaité se doter d'un cap. Un cap, ça donne le cap, comme ça le dit. Il s'appelle « Chaque client est unique, chaque collaborateur l'est aussi ». Et ça nous drive depuis 2018. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé sur le management. Parce que quand on a du management descendant, ça ne permet pas ce brassage d'idées, etc. On a travaillé sur l'intelligence collective. Vous savez, ce sont ceux qui font, qui savent. Donc, on a engagé nos collaborateurs dans une démarche qu'on a appelée de petits cailloux. C'est quoi les petits cailloux dans votre chaussure qui vous empêchent de travailler bien et de rendre le meilleur service aux clients? Aujourd'hui, on a 777 cailloux résolus qui sont devenus des pépites, plus ou moins grosses assurément, et surtout 60% de ces cailloux qui ont été résolus avec les équipes, par les équipes. Et ça c'est une vraie dynamique d'amélioration continue. On a travaillé l'expérience client en symétrie de l'expérience collaborateur. Par exemple, ma direction de l'expérience client et collaborateur est née à cette époque. Et puis, ça nous a permis de travailler sur le travail concret. On souhaite devenir une plateforme multiservice pour notre communauté, pour être là à tous les moments de leur vie. Donc, aussi bien santé, prévoyance, mais bien au-delà. Et pour faire ça, on a besoin de collaborateurs qui sortent de leur service de gestion, mais qui rentrent dans un service de recommandation. Je vous recommande le service de mon partenaire. Ça n'a pas été simple, mais on a embarqué des collaborateurs dans l'expérimentation. On a travaillé en design thinking, en méthode agile. C'était très, très nouveau pour ces équipes, mais c'est un très beau succès. Alors là, j'ai parlé surtout beaucoup des hommes. Il y a les outils. Franchement, on était handicapés par nos outils. Vous vous rendez compte, notre collaborateur sur la plateforme téléphonique, il a 8 outils à ouvrir, à checker pour répondre à l'ensemble des questions. 8. On ne peut pas être là, à l'écoute, en empathie avec son client. Ce n'est pas possible. Donc, Zendesk arrive à un moment où on balaie peu ou prou les 8. On a un Zendesk qui couvre l'ensemble des services de gestion. Voilà, quand le client me pose une question, déjà j'ai une capacité, une visualisation sur l'ensemble des équipes de gestion qui change complètement la donne. Et là, d'un coup, j'ai un collaborateur Uneo, quelqu'un au téléphone qui sait répondre, ou qui sait plus répondre, qui a plus de chances de répondre. Et pour le coup, pour partager complètement ce que tu dis, je pense que pour bien répondre aux clients, il faut que ton agent soit en bonnes conditions pour le faire. S'ils sont heureux au travail, s'ils savent où ils vont, on a travaillé énormément sur les plans de carrière et sur la possibilité pour eux de sortir un petit peu du quotidien pour nourrir les outils via des bases de connaissances, des FAQ, de revoir les save replies, ce genre de choses. Et en fait, ils apportent leur expertise parce que c'est eux qui l'ont, tu le disais tout à l'heure, c'est ceux qui font, qui savent. Et là, pour le coup, tu les rends heureux
tu les valorises. Ouais. Et ça se ressent dans le discours, ça se ressent à l'écrit avec les clients. Et je pense que c'est un cercle vertueux et une inertie qui est très très bonne pour un service client. Moi, mes six collaboratrices TES qui ont levé la main quand on a dit on va travailler la recommandation, elles ont toutes changé de boulot. Elles ont monté en compétences, en grade, elles ont changé de service. Vraiment, ça a eu un effet humain incroyable. Incroyable, ouais. Et en vraiment. Parallèle, je trouve que tu découvres aussi d'autres skills de tes collaborateurs, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus écartée, un prisme un peu plus grand de ce qu'ils savent ou ce qu'elles savent faire. Et tu peux les faire évoluer sur des choses qui n'étaient pas du tout prévues à l'origine. Et moi, je sais que ça nous a ouvert beaucoup l'esprit, même sur l'organisation globale du service. Aujourd'hui, on a une personne qui fait de la QA, on a des leads qualité formation, et on n'avait pas senti tout ça. Et finalement, en les prenant main dans la main, en leur générant en fait un peu plus de temps pour eux dans la gestion de leurs tickets, en fait, on a réussi à tirer tout le monde vers le haut. Il y a un joli mot qui s'appelle oser. En fait, tu permets à tes collaborateurs, à tes équipiers d'oser sortir de leur zone et de leur précaré. Et crois-moi, dans le monde de la mutuelle et de l'assurance, c'est très très bordé. Et c'est hyper clé. Ouais, d'accord avec toi. Alors Tony, je rebondis sur ce que vous disiez. Chez Pumpkin, donc il y a forcément des enjeux en matière d'expérience client. Est-ce que ça touche à l'organisationnel justement, les outils, les hommes? Quels sont vos enjeux et sur quoi vous travaillez? L'enjeu, c'est de fluidifier au maximum l'expérience client, notamment de la souscription à la vie du compte. La souscription, elle est très récente pour un outil. C'est un sujet vraiment de combat tous les jours pour que ça soit de plus en plus fluide et qu'on perde de moins en moins de clients pendant l'adhésion. C'est pour ça que nous sommes passés, entre autres, chez Zendesk pour la qualification des tickets. En gros, mieux on qualifie nos tickets, mieux on transmet au produit qui peut vraiment raisonner de façon très stable et pour le coup raisonnable sur la roadmap, sur les améliorations. Et du coup, on arrive avec un poids qui est beaucoup plus lourd parce qu'on est capable de dire aujourd'hui, tant de clients a quitté à telle étape ou tel client nous a contacté parce que sur cette étape-là, ça ne fonctionne pas. Du coup, on ajoute du rationnel dans nos décisions et nous, on augmente notre poids et la voix du client est beaucoup plus lourde dans notre roadmap. Et quand on parle de customer centric, quand on parle d'adhésion client et que ça doit découler de la direction générale, on fait du descendant, mais on fait aussi du remontant. On a un comité voix du client tous les mois, on présente nos chiffres, nos problématiques, et c'est nécessaire pour que toutes les personnes qui ont un impact sur le parcours client ou même market comprennent dans quelle vie on est et les problématiques de nos clients. En fait, ça permet d'avoir aussi une espèce de cohérence dans notre discours, et je pense que l'expérience client s'en améliore, est améliorée au fil de l'eau. Alors vous êtes finalement tous les deux des ambassadeurs du client dans votre entreprise. Est-ce que tout le monde a conscience de l'importance du client? Est-ce que vous jouez justement, vous avez un rôle d'ambassadeur, de porte-voix du client? Comment vous le jouez, si c'est le cas? Je me permets, tout à l'heure tu parlais du projet que vous avez partagé sur la totalité des directions. Nous, sur l'onboarding collaborateur, le passage au CARE, il est obligatoire. Tu passes des jours à traiter des tickets, à comprendre les problématiques utilisateurs, que tu sois dev front comme ce que tu veux, tu passes dans nos mains et tu te mets à notre place et tu traites du ticket. Alors, à terme, j'aimerais bien qu'on le refasse un peu plus régulièrement parce que tu sors des problématiques, après tu tombes dans tes routines. Mais dans tous les cas, le fait de commencer par comprendre ce que veulent nos clients, ça t'aide à être dans le mood et dans les problématiques de la boîte. J'ai tendance à dire que j'augmente le volume de la voix du client dans l'entreprise. Nous aussi, on fait de la double écoute. On propose aux équipes informatiques de venir à côté des collaborateurs au téléphone. C'est toujours instructif. Après, on a un directeur général qui sait rappeler des clients quand les réclamations sont graves. Parce qu'on a des militaires, donc on a des situations de vie difficiles. Très difficile. Je pense à une dame qui a perdu son mari et son fils en un mois. Le fait que le directeur général l'appelle, en plus on n'avait pas été bon, voilà, ça remet du lien, de l'humain. Chez nous, l'humain est hyper important. Voilà. Et lire des réclamations au board, c'est pas mal non plus. Justement, la voix du client, ça a une place importante au sein de vos entreprises respectives. Vous écoutez beaucoup vos clients. Quels sont les outils que vous avez mis en place à ce sujet? Alors,
Pour le coup, Zendesk, nous, on a la possibilité de lire. Il y a nos collaborateurs qui traitent des tickets. Après, on a le système d'agent light en fait, qui permet à n'importe qui de la boîte d'aller consulter des tickets. On a des phases de relecture hebdomadaire où on va aller creuser la problématique. Enfin, déjà, si on répond bien, si on est bien dans les process, mais aussi de la possibilité de faire de l'amélioration continue. Il y a des choses, des suggestions qui sont faites par nos clients qui peuvent nous apporter. Parce que finalement, eux sont les premiers utilisateurs et qui peuvent nous apporter des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et du coup, on relie et on remonte et on transfère au produit et au market, ou ce genre de choses. Et ne serait-ce que pouvoir transmettre un ticket, de le faire lire à quelqu'un et de se plonger mettre la casquette du client, le jet du client, c'est parfait. Enfin, voilà, donc on utilise principalement Zendesk pour ça. Bon, on le synthétise, mais globalement, c'est ça. Moi, j'ai l'usage d'enquête de satisfaction, avec le taux de satisfaction, le NPS, le score de facilité, qui est revu au comité de direction avec une lecture, des petits verbatim, suivi de ce qui se passe sur le net aussi, parce que les gens qui nous aiment ne nous disent pas beaucoup, ceux qui ne nous aiment pas le disent fort, donc c'est un point d'attention. Revue tous les mois des projets de déclinaison de notre promesse client au plus haut niveau, et puis un suivi important tout simplement de notre taux de satisfaction et une revue aussi des réclamations, avec derrière des ateliers de travail pour que ça ne recommence pas. Donc c'est pas très vieux, dans ma maison, ça fait 2-3 ans qu'on fait des enquêtes de ce type. Mais aujourd'hui, c'est un sujet important. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tout à fait. J'ai bien fait mon job. Ouais, clairement. Sur chaque échange, on a une enquête qui part. Pour savoir à peu près. Et après, il y a les stores. Nous, c'est un trigger très important, l'iOS Store, l'Android Store qui est suivi. On répond en direct avec nos utilisateurs qui confondent des fois la notification d'une application, enfin, noter l'application versus j'ai une problématique et je me répands un peu sur le store pour dire exactement l'expérience que j'ai eue. Et comme tu dis, l'expérience négative est décuplée sur le store versus une Absolument. Voilà. On encourage à noter par contre nos utilisateurs qui sont satisfaits. C'est histoire de compenser aussi, mais les notes sont bonnes, donc tout va bien. Tant mieux, tant mieux pour vous. On veille. Emmanuel, vous avez identifié le Once and Done comme l'un des plus gros enjeux en matière d'expérience client. Quel levier d'amélioration vous aviez envisagé, justement. Mettre en place Zendesk. Joli. C'était le moment. Je l'ai expliqué pour la vision globale du ticket, mais de la demande client. Un autre point. Nous, nos centres téléphoniques, notre plateforme téléphonique, elle a un éventail de questions qui est incroyable. Impossible pour un collaborateur de répondre à tout. Donc l'idée, c'est de pouvoir connecter ce qu'on va appeler front office au back office, même si ce n'est pas les noms qu'on utilise chez nous, mais front office au back office pour transférer l'appel, plutôt que je vais voir mon collègue, je ne comprends pas tout à fait ce qu'il me dit, et créer des situations pas qualitatives pour le client. Donc, on fait cette jonction téléphonique. Mais vous imaginez que des gens en back office prennent le téléphone. On a des collaborateurs qui étaient comme ça. C'est pas les mêmes profils. C'est pas les mêmes profils. Et donc, on a pris à l'envers, en fait. On s'est dit, pour les acculturer, on va les entraîner à faire des appels sortants. J'ai un dossier, il manque des pièces, quelque chose, plutôt que de faire un mail, j'appelle parce que je suis en maîtrise du planning, je suis en maîtrise du sujet. C'est moi qui lead. Et donc, ces appels sortants entraînent, il y a plus de facilité. Et comme ça, on peut faire les appels entrants parce qu'il y a cette facilité d'échange, de dire « je ne sais pas, je vérifie, je vais vous rappeler ». Ça, c'est permis aussi. Alors un mot sur les clients qui sont de plus en plus exigeants, et on le rappelait encore tout à l'heure. Est-ce que vous l'observez, vous, dans vos entreprises? Vous observez une évolution de cette exigence, des attentes qui augmentent de plus en plus, et comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous, Tony? Le niveau d'exigence, il a EP de fou. On a vu pendant le confinement, les gens avaient plus de temps pour s'occuper des problèmes administratifs ou bancaires ou ce que tu veux. En l'occurrence, on avait des relances à 2 heures après le premier envoi.
Donc on a appris à mieux qualifier, à répondre plus vite, mais ça on est déjà plutôt bon. Donc on catégorise Zendesk nous aide à ça, on catégorise en 4 grosses typologies de tickets. On a les bugs, les améliorations, les problèmes, et le dernier, c'est les questions. Pareil, on oriente aussi, et ça nous permet aussi de prioriser ce qu'on prend en premier ou pas. On a vu que aussi, plus on était bon, plus le client demandait à ce qu'on soit bon. Donc on essaie aussi d'anticiper un maximum les pain points d'après. Quand on sait que notre expérience s'est dégradée à tel ou tel endroit, on va essayer au maximum de prévenir le client. Parce que comme ils ont une vraie facilité à nous joindre, ils vont nous contacter directement, instanté, via WhatsApp, Messenger, via un chat. Donc autant éviter qu'ils nous contactent direct. Donc on anticipe un maximum, on dit attention, là tu risquerais d'avoir un problème. Du coup ça désacralise les choses, ils l'anticipent et ça évite une expérience un peu... Tu le disais tout à l'heure, la deuxième expérience négative, tu as tendance à avoir envie de quitter. Voilà, donc on anticipe, même si elle peut exister, on essaie de l'anticiper pour qu'elle soit mieux perçue par le client. C'est top. Un mot sur les... C'est à moi d'enchaîner. Comme tu veux, je peux continuer, mais... Non, alors moi je ne sais pas s'ils sont plus exigeants parce qu'on a des adhérents ou des clients qui sont polis, aimables. L'UNEO faisait un peu partie de l'institution militaire, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est ne pas être traités comme un numéro. Et ça, la qualité d'échange est hyper importante et c'est un indicateur qu'on suit. On est toujours à plus de 90% sur la qualité, sur l'écoute et l'attention. On a appelé ça comme ça. Et puis, ce qu'ils veulent de plus en plus, c'est qu'on soit multicanaux, plus joignable par différents canaux, notamment plus numériques, et puis aussi plus de self-care. Voilà, donc ça, c'est nos axes d'amélioration. Le self-care, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de réponses que tu peux trouver par même à partir du moment où tu peux les diriger. Zendesk aide beaucoup à ça. Votre marketplace qui nous permet d'ajouter des petites solutions de dispatch, de notation de tickets, ainsi de suite, va nous permettre aussi d'améliorer tout ça et du coup à orienter mieux le client et notamment à faire du self-care. Il y a des problématiques qui gagneraient... sur lequel on gagne énormément de temps si le client trouve la solution par lui-même. Un chatbot va t'aider à faire ça. Enfin, voilà. Donc, oui. Pour le coup, Zendesk, bravo pour ça. Décidément, Julien, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Je parle peu d'ailleurs, parce que finalement, il suffit de les écouter pour comprendre les enjeux. Un mot justement, une réaction par rapport à ce que disaient nos invités. Il y a 2 sujets qui ressortent, qui sont forts. C'est l'humain. Tout ce que vous racontez, toutes les histoires, toutes les transformations que vous racontez, et c'est bon de l'entendre, vous les avez fait avec vos équipes, vous les avez fait pour vos équipes. Je pense que les agents, les conseillers sont des gens qui ont beaucoup pris, surtout ces 2 dernières années. Et c'est pas uniquement en les aidant avec des solutions, mais aussi en leur donnant une reconnaissance, une considération. Et j'aime beaucoup ce que tu expliques sur la progression de carrière. Le service client était souvent perçu un peu comme quelque chose un peu à part. Non, ça peut être au contraire un beau tremplin pour continuer dans le reste de l'entreprise. Et puis, il y a un autre point que je trouve important, c'est quand vous évoquez la collaboration entre les différents départements. On en revient toujours à ce point où l'affaire de la relation client, elle n'est pas uniquement au service client, elle est partout. Et faciliter la collaboration entre les départements, c'est donner la possibilité à quelqu'un qui n'a pas toutes les réponses de solliciter les autres pour l'aider à répondre. Et enfin, peut-être la conclusion, c'est qu'il faut répondre de plus en plus vite et de plus en plus personnalisé. Donc je pense que c'est ça l'enjeu. Et alors, on va voir dans un autre épisode, on va parler justement des différents partenaires, prestataires de la relation client. Peut-être un mot justement en teaser par rapport aux outils. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à des acteurs de l'assurance qui veulent changer leurs outils, qui se retrouvent avec 8 outils et qui tout d'un coup se disent « Oh là là, on s'en sort plus ». Il faut qu'on aide aussi nos équipes à mieux travailler, à être plus efficaces. Alors, déjà, peut-être revenir sur ce qu'on a dit, l'outil c'est peut-être un peu la cerise sur le gâteau. On voit qu'il y a eu des volontés, il y a eu des stratégies et l'outil est venu peut-être à la fin pour mettre en œuvre cette stratégie. Donc déjà, la première solution, le premier outil, je pense que c'est le cerveau, c'est faire un pas en arrière, regarder les processus, comment on les améliore. La voix du client, donc les outils d'écoute de la voix du client sont quand même des cadeaux
Souvent, vous vous appuyez dessus. J'aime beaucoup ce que tu dis sur les bugs. On les identifie, les problématiques, on fait en sorte qu'elles ne reviennent pas. Donc je pense que ça, ce sont des solutions qu'il faut évidemment étudier. Et puis la technologie, on a parlé de self-care aujourd'hui, ce serait dommage de se priver de ces solutions qui existent et qui vont tout simplement permettre aux équipes d'avoir peut-être un peu moins de flux et de se concentrer sur des demandes à plus forte valeur ajoutée. Je crois qu'on prévoit là, dans les 24 mois, attention, vous êtes prêts, 25% d'augmentation des sollicitations à peu près. Il va falloir s'équiper et le self-care et les solutions techno sont un vrai plus pour y arriver. Ouais, c'est une vraie tendance quand même actuellement, effectivement. Et puis peut-être, c'est pas une solution, c'est pas un outil, mais on a alors une culture hyper forte chez Uneo et chez vous aussi de service client interne, mais on peut aussi travailler avec des partenaires qui viennent renforcer les équipes, qui ne sont pas dans l'entreprise, mais qui viennent donner un coup de main pour les moments importants. Il y a de la saisonnalité aussi, je pense, dans vos business, donc parfois c'est bien d'avoir du renfort aussi de l'extérieur. On a un prestataire externe qui nous aide, on fait des comptes qui s'appellent OnePilot, on a donc des contrôles qualité, on échange toutes les semaines avec eux, il y a des phases de formation, des fois, au début c'était des fois un peu chaotique, mais dans tous les cas ils font le maximum pour nous aider. Et la complexité c'est d'arriver à avoir le fil rouge du tone of voice, que ça soit absolument uniforme pour le client. Ça a l'air de fonctionner, on travaille main dans la main et en fait on est sur des profils aussi qui découvrent le service client via les profils qu'ils recrutent eux, et c'est bien de pouvoir embarquer tous ces profils dans cette typologie, dans cette envie de solutionner la vie du client. Donc en tout cas c'est cool pour nous. Je vous remercie infiniment pour vos témoignages. Julien, Merci. On peut retrouver le rapport Zendesk? Oui, en téléchargement sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous écrire, nous appeler, nous contacter. On est ravis de le commenter ensemble et puis d'entendre vos retours et vos analyses sur ce rapport. Je dois dire qu'effectivement, c'est un rapport quand même qui est très très riche. Donc n'hésitez pas à aller voir. En plus, il est accessible gratuitement. Et ça fait quelques années, en termes de méthodologie, il n'y a rien à dire. Donc vraiment, je vous invite à aller le consulter. Merci à tous les trois. Merci. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et cette fois-ci, on sera avec les faiseurs de la relation client, des partenaires de la relation client qui peuvent vous aider justement à améliorer votre expérience client. Et on verra avec eux comment et quel type de projet on peut mettre en place. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.